Bienvenue sur l'émission Constellation qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Dans un texte intitulé « Dernière visite à Mallarmé », d'abord paru dans un journal en 1923, puis repris dans Variété 2, Paul Valéry énonce ce propos. « Né pour le délice des uns, pour le scandale des autres, et merveille pour tous. Pour ceux-ci, de démence et d'absurdité. Pour les siens, merveille d'orgueil, d'élégance et de pudeur intellectuelle. Il lui avait suffi de quelques poèmes pour remettre en question l'objet même de la littérature. » Et le préfacier du livre de poche classique, dont nous avons maintes fois souligné les présentations pertinentes, Jean-Luc Steinmetz, de souligner à propos de Stéphane Mallarmé. Il ne suffit point, par goût du lieu commun, de l'affliger d'un hermétisme à tout jamais incurable. Bien au contraire, parler de lui aujourd'hui exige qu'un tel mot, quasi diffamatoire, soit remis en question pour que l'on accède enfin, le plus librement du monde, à une œuvre difficile certes, mais qui ne demande qu'à être lue. Alors s'en révèle peu à peu l'essentielle beauté et l'intelligence extrême, indispensable désormais pour que soit estimé dans toute sa justesse le fait littéraire. » Fin de citation. Rappelons que le mot diffamatoire, hermétique, est dérivé du nom du dieu égyptien Hermès Trismégistos, Hermès 3 fois très grand, à qui les alchimistes attribuaient la fondation de leur art. Aussi s'agira-t-il d'éviter toute diffamation en tentant de nous faire alchimistes du verbe mallarméen, ou plutôt en reconstituant l'alchimie qui y préside pour partir à la recherche de la pierre philosophale de sa poésie. Né en 1842 à Paris, Stéphane Mallarmé enverra à Verlaine une lettre dite autobiographie le 16 novembre 1885, en pleine maturité donc, et bien après la grave et durable dépression qui connaîtra son acmé en 1869, ce que l'on a coutume de nommer les nuits de Tournon. En effet, professeur d'anglais, Mallarmé est affecté au lycée de Tournon en Ardèche en novembre 1863. Il en sera déplacé 3 ans plus tard pour un poste à Besançon. Et c'est là une mesure disciplinaire puisque le ministère a été choqué par les poèmes alors publiés. Cette dépression, à propos de laquelle Mallarmé emploiera le mot d'hystérie et dont il détaillera ainsi les manifestations, je le cite, « Mon cerveau, envahi par le rêve, allait périr dans son insomnie permanente. J'ai imploré la grande nuit qui m'a exaucé et a étendu ses ténèbres. La première phase de ma vie a été finie. La conscience, excédée d'ombre, se réveille, lentement formant un homme nouveau et doit retrouver mon rêve après la création de ce dernier. Cela durera quelques années, pendant lesquelles j'ai à revivre la vie de l'humanité depuis son enfance et prenant conscience d'elle-même. » Mais en 1885, cette dépression est conjurée et la courte autobiographie qu'il envoie à Paul Verlaine contient ces affirmations capitales. Je le cite toujours. « J'ai toujours rêvé et tenté autre chose avec une patience d'alchimiste, prêt à y sacrifier toute vanité et toute satisfaction, comme on brûlait jadis son mobilier et les poutres de son toit pour alimenter le fourneau du grand œuvre. Quoi ? C'est difficile à dire. Un livre, tout bonnement. En maint tome, un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses. J'irai plus loin, je dirais le livre, persuadé qu'au fond, il n'y en a qu'un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même les génies,
l'explication orphique de la Terre, qui est le seul devoir du poète et le jeu littéraire par excellence, car le rythme même du livre, alors impersonnel et vivant, jusque dans sa pagination, se juxtapose aux équations de ce rêve ou ode. Voilà l'aveu de mon vice, mis à nu, cher ami, que 1000 fois j'ai rejeté, l'esprit meurtri ou là, mais cela me possède et je réussirai peut-être. Non pas à faire cet ouvrage dans son ensemble, il faudrait être je ne sais qui pour cela, mais à en montrer un fragment d'exécuté, à en faire scintiller par une place l'authenticité glorieuse en indiquant le reste tout entier, auquel ne suffit pas une vie. Prouver par les portions faites que ce livre existe et que j'ai connu ce que je n'aurais pu accomplir. On relève les termes patience d'alchimiste, grande œuvre, explication orphique de la Terre, création du livre architectural et prémédité. Alors que, 2 ans plus tard, en 1887, Mallarmé fait simplement paraître un petit fascicule anthologique de vers et de prose publié par Albert de Nossé. L'opuscule regroupera 9 poèmes en vers et 4 poèmes en prose. L'édition du livre de poche portera d'ailleurs le titre très sobre « Poésie et autres textes ». Quant à l'édition de référence, celle de la Pléiade, qui contient les œuvres complètes, sa table des matières donne une indéniable impression de disparate. Au mi-temps de la crise métaphysique que traverse le poète, confrontons-nous alors à l'un de ses sonnets les plus célèbres, le sonnet allégorique de lui-même, plus connu sous la désignation de sonnet en X. Il est écrit en mai 1868. Je vais donc lire ce sonnet qui ne porte pas de titre. Ses purs ongles très hauts, dédiant leur onyx, l'angoisse, ce minuit, soutient lampadophore, main rêve vespéral, brûlé par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire amphore. Sur les crédences, au salon vide, nul ptyx, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais, proche la croisée au nord vacante, un or agonise, selon peut-être le décor, des licornes ruant du feu contre une nyx, elle, défunte nue en le miroir, encore que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor.
parlions d'alchimie du verbe, et c'est là, soit dit en passant, le titre d'un passage d'une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, dans lequel on lit la phrase « Je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. » Aussi le sonnet en X en appelle-t-il à nos sens, tout autant qu'il présente des sens, du sens. Et s'il apparaît en effet, on l'a dit, diffamatoire de vouloir expliquer Mallarmé, on ne peut éviter d'être sensible au son produit par ce sonnet d'exception. Il est construit sur 2 réseaux de rimes en X, bien sûr avec les mots onyx, phénix, ptyx, styx, nix et fixe, et en or avec les mots lampadophore, amphore, sonore, sonore, forme pronominale du verbe honorer, décor, encore, septuor. Expliquer, disions-nous, sans doute pas, ne serait-ce que pour fuir tout pédantisme. Mais tout de même, le mot grec ptyx a plusieurs sens. Il peut désigner le pli d'une étoffe et expliquer, n'est-ce pas défaire les plis, déployer le sens. Il peut aussi désigner une tablette ou un feuillet pour écrire. Il peut encore désigner, à travers l'expression grecque ptycha hymnon, les inflexions ou les modulations de la pensée du poète. Il peut enfin et surtout signifier un coquillage, une conque qui, de l'oreille approchée, produira l'inanité sonore, du bruit de la mer toujours recommencée, selon l'épigone de Mallarmé, le maître. Enfin, le poème a pour sujet principal l'angoisse, peut-être conjurée par les extraordinaires jeux de miroir propres aux 2 tercets, puisqu'on y trouve le combat de licornes vomissant ou ruant du feu contre une nyx, la nyx qui est une divinité aquatique germanique. Il y a donc une opposition entre le feu et l'eau, comme traditionnellement chez les poètes de la Renaissance. Ou alors aussi le septuor, autrement dit les 7 étoiles, ou septentrion, de la Grande Ourse, que l'étonnant poème du coup de dé reprendra avec brio et mystère. On y reviendra la semaine prochaine. Déplier le sonnet en X, explorer tous ses plis, est une tâche exigeante mais féconde. Et cela est vrai de tous les textes de Mallarmé, en vers comme en prose. Et son goût pour le sonnet, si souvent employé, interroge. Voici le commentaire que Mallarmé lui-même, très exceptionnellement, en a donné à son ami Henri Casalis. J'extrais ce sonnet, il s'agit toujours du sonnet en X, j'extrais ce sonnet auquel j'avais une fois songé d'une étude projetée sur la parole. Il est inverse. Je veux dire que le sens, s'il en a un, mais je me consolerai du contraire, grâce à la dose de poésie qu'il renferme, ce me semble, est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. C'est confesser qu'il est peu plastique, comme tu me le demandes, mais au moins est-ce aussi blanc et noir que possible, et il me semble se prêter à une eau forte, pleine de rêves et de vide. Par exemple, une fenêtre nocturne ouverte, les 2 volets attachés, une chambre avec une personne dedans, malgré l'air stable que présentent les volets attachés, et dans une nuit faite d'absence et d'interrogation, sans meubles sinon l'ébauche plausible de vagues consoles, un cadre belliqueux et agonisant, du miroir appendu au fond, avec sa réflexion stellaire et incompréhensible de la Grande Ourse, qui relie au ciel seul ce logis abandonné du monde. J'ai pris ce sujet d'un sonnet nu, se réfléchissant de toutes les façons, parce que mon œuvre est à la fois si bien préparée et hiérarchisée, représentant comme elle le peut l'univers, que je n'aurais su, sans endommager quelqu'une de mes impressions étagées, rien en enlever et aucun sonnet ne s'y rencontre.
Mais pour ne pas laisser croire que Mallarmé impose toujours un exigeant et harassant exercice de l'intelligence, rapprochons ce sonnet en X qui décrivait l'intense angoisse du poète d'un poème antérieur précisément intitulé « Angoisse ». Avant de le lire, quelques remarques pour expliciter ce qui, là encore, revêt la forme obsédante du sonnet. Le titre primitif était un titre dédicace assez abrupt à une putain, puis il est devenu « à celle qui est tranquille », ce qui se réfère assez clairement au poème baudelairien « à celle qui est trop gaie ». C'est toutefois d'une autre pièce condamnée de Baudelaire, le L'été, que le poème Angoisse semble s'inspirer au plus près. La prostituée, dont la couche aura tant été visitée des poètes au XIXe siècle avec l'incontournable cortège des mots syphilitiques, est vue à la fois très négativement, comme une bête stérile et insensible, mais porteuse cependant d'un extraordinaire pouvoir, souligné en particulier par le vers, toi qui sur le néant en sais plus que les morts. Je lis donc ce poème qui, cette fois, porte un titre. Il porte le titre « Angoisse ». Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête, en qui vont les péchés d'un peuple, ni creuser dans tes cheveux impurs une triste tempête sous l'incurable ennui que verse mon baiser. Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songe, planant sous les rideaux inconnus du remords, et que tu peux goûter après tes noirs mensonges, toi qui sur le néant en sais plus que les morts. Car le vice, rongeant ma native noblesse, m'a, comme toi, marqué de sa stérilité. Mais tandis que ton sein de pierre est habité par un cœur que la dent d'aucun crime ne blesse, je fuis, pâle, défait, hanté par mon linceul, ayant peur de mourir lorsque je couche seul.
Pour finir, avant de retrouver Mallarmé dans une prochaine émission, Mallarmé avec qui, au demeurant, l'œuvre demeure sempiternellement ouverte, lisons le poème appris durant l'enfance, source d'entre toutes les sources, jouvence de la jeunesse enfuie. Le poème est un poème de jeunesse et il porte le titre « Apparition ». La lune s'attristait. Des séraphins en pleurs, rêvant, l'archaient au doigt, dans le calme des fleurs vaporeuses, tiraient de mourantes violes, de blancs sanglots, glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie, aimant à me martyriser, s'enivrait savamment du parfum de tristesse que, même sans regret et sans déboire, laisse la cueillaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand, avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu, et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté, qui jadis, sur mes beaux sommeils d'enfant gâté, passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre deux nocturnes de Gabriel Fauré, le nocturne numéro 2 puis le nocturne numéro 6, interprétés par l'immense pianiste Samson François. Et puis, puisqu'il était question dans le poème Apparition de Mourante Viole, vous avez pu entendre un morceau justement exécuté à la viole de gambe par Lucille Boulanger, un morceau du compositeur Sainte-Colombe, popularisé par le film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde, inspiré du texte romanesque, romancé de Pascal Quignard. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.